Alors que la flamme olympique sillonne la France, je vous propose de revenir sur la figure tutélaire de Pierre de Coubertin. Cet aristocrate ambitieux, à l'origine du Comité international olympique, aurait en partie usurpé sa légende. C'est le grand angle. Pour en parler, un livre, en l'occurrence le vôtre, Aymeric Mantoux. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, le titre en couverture plante le décor. Pierre de Coubertin, l'homme qui n'inventa pas les Jeux Olympiques. On peut dire que vous déboulonnez un peu la statue. En quoi il a usurpé son titre de père de fondateur du CIO, alors qu'il a régné pendant 25 ans sur le comité ? Alors en fait, il a été vraiment le créateur et fondateur et le dirigeant, comme vous l'avez dit, du CIO, le Comité international olympique, pendant un quart de siècle. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'a pas inventé les Jeux Olympiques. L'idée même, le nom même Jeux Olympiques a été créé en 1830 dans les pays du Nord. Il y a eu des idées en Allemagne. Les Grecs eux-mêmes avaient envie de réhabiliter les Jeux Olympiques bien avant. Il y a d'autres éléments aussi, c'est que lui a créé cette institution qu'on connaît aujourd'hui, qui lui a survécu, mais il n'a pas créé non plus les deux phrases qu'on lui attribue, qui sont les deux devises des Jeux Olympiques, plus vite, plus haut, plus fort. C'est pas de lui. Et l'important, c'est de participer, et pas de lui non plus. Mais alors pourquoi est-ce qu'on lui attribue la paternité des Jeux Olympiques ou ces phrases-là que vous venez de citer ? Parce qu'en fait, Pierre de Coubertin, c'est en quelque sorte le premier lobbyiste. C'est une expression qui est très courante aujourd'hui pour des gens qui défendent des intérêts. Et lui, en fait, en quelque sorte, c'est un politique raté au départ. Il a échoué à Saint-Cyr. La seule porte de sortie qu'il a trouvée, et en France, on lui en a pas tellement sugré, c'est l'éducation par le sport. Il a vu qu'en Angleterre, les jeunes étaient énergiques, faisaient du sport à l'école, etc., dans les universités, et que c'était très bien pour un pays comme la France qui avait connu la défaite de 1870. Il s'est dit, tiens, on va galvaniser un peu toute la jeunesse de notre pays. Il porte ce projet. Et puis, il fait son boulot de lobbyiste, il va à droite, à gauche, il trouve des soutiens, il fédère des gens. Et il a dépensé... Là-dessus, c'est plutôt réussi. Oui, tout à fait. Il a dépensé d'ailleurs toute la fortune familiale qui était très importante. Et il mourra globalement assez pauvre. Alors, vous dépeignez un homme peu reluisant qui était réellement le baron Pierre de Coubertin. Alors le baron Pierre de Coubertin, il était tout ce qu'on a dit de lui, c'est-à-dire à la fois quelqu'un qui était misogyne, assez raciste. On dit aujourd'hui, il était de son époque. Mais non, parce qu'à l'époque, il y a des gens qui étaient ni misogynes, ni racistes. Et donc, c'était quelqu'un qui était très à droite, très caricatural, un aristocrate bon teint, qui défendait les gens de son milieu, qui cooptait aussi au CIO que des gens de son milieu, c'est-à-dire des aristocrates blancs, éduqués, catholiques, comme le sera longtemps le CIO, même après lui. Alors, il y a un ancien directeur de Paris 2024, donc en ce moment, dit de lui « Je ne trouve pas le personnage intéressant. Aujourd'hui, on en fait un personnage totalement détourné. » Pourquoi détourné ? Parce que l'olympisme a besoin d'une légende, d'une figure tutélaire pour son narratif ? Tout à fait. Coubertin, aujourd'hui, c'est, vous l'avez dit, une partie du narratif des Jeux Olympiques. Ses valeurs à lui n'ont pas grand-chose à voir avec... on parle d'humanisme aux Jeux Olympiques. C'est peut-être vrai aujourd'hui, c'était pas du tout le cas à l'époque. À l'époque, c'était les sports amateurs que Coubertin défendait. Coubertin détestait l'argent, détestait les sponsors d'entreprises. Aujourd'hui, je pense qu'il goûterait assez mal le fait que le cérémonial de la flamme soit couvert par Coca-Cola, par exemple. Alors, on va revenir sur cet aspect mercantiliste, mais il y a aussi de quoi détourner le regard. Pierre de Coubertin s'est fait le complice des nazis lors des JO de Berlin en 1936. Racontez-nous. Alors en fait, Pierre de Coubertin, c'est un nationaliste. Il pense que l'idée des Jeux, c'est pour aider la France à se relever de la défaite de 1870. Comme je l'ai dit, il n'a pas été écouté. Il finit en 1913 par s'exiler en Suisse en se disant, bon, il y a peut-être quelqu'un qui va m'écouter, qui va m'accueillir. La Suisse l'accueille et il trouve des années plus tard, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, des gens qui comprennent son idée de ce que peut faire le sport avec une idéologie pour rebronzer un pays, pour lui redonner confiance en lui. Et c'est ce qu'Hitler fera avec les Hitlerjugend. Et Hitler, qui au début voulait pas des Jeux, comprend assez vite l'intérêt qu'il y a pour les Allemands de briller. Pour lui, c'est la manière de montrer la supériorité du peuple allemand. Et donc, il adopte les thèses de Coubertin à peu près autant que Coubertin a adopté les thèses d'Hitler. Alors, je voudrais aussi que l'on revienne sur le relais de la flamme. Le site de l'organisation aujourd'hui, le site Paris 2024, dit « Le relais de la flamme est une tradition incontournable qui nous plonge dans les racines des Jeux ». Alors, est-ce que le relais de la flamme remonte vraiment à l'Antiquité ou est-ce que, là encore, c'est une invention, une création de l'Allemagne nazie? Alors, il faut distinguer deux choses. La flamme, elle, remonte à l'Antiquité, mais tout le passage de la flamme
qu'on voit aujourd'hui à travers la France est un rite qui remonte à 1936, qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle Karl Diem, qui était l'équivalent de Tony Estanguet, sauf que lui, il travaillait pour un monsieur qui s'appelait Adolf Hitler. Je ne suis pas sûre que Estanguet apprécie le... Non mais j'ai absolument rien contre Tony Estanguet ni contre Paris 2024, c'est juste qu'il occupait le même job. En 1936, c'était lui qui était le président des Jeux de Berlin. Alors, l'Allemagne nazie a été écartée à plusieurs reprises de l'organisation des Jeux Olympiques. Pourquoi, en 1936, Pierre de Coubertin fait des mains et des pieds pour que cela soit possible? Parce qu'il comprend très vite que l'Allemagne est le pays qui va comprendre son idéologie, son idée de l'éducation par le sport. Et d'ailleurs, il dira toujours que les Jeux de 36 ont été l'acmé et qu'il peut mourir tranquille après avoir vu les Jeux de 36, ce qui est quand même assez terrible. Mais ça, c'est quand même un point noir. On a vu la statue de Pierre de Coubertin dans le hall du CIO. Est-ce que le CIO ouvre ses archives facilement pour étudier cette partie de l'histoire? En fait, le problème des archives, c'est pas tellement de les ouvrir. Moi, je peux vous les ouvrir et vous montrer qu'une petite partie. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que toutes les archives de 1930, de ces années-là, qui pourraient être éclairantes sur le rôle de Coubertin, d'Hitler, etc., n'existent pas. Les archives ont disparu ou ne sont pas accessibles. En tout cas, on ne les trouve pas. Et il y a beaucoup d'historiens qui ont essayé d'accéder à ces archives. On ne leur a pas donné. Ce qu'on oublie aussi de dire, c'est qu'une partie des archives de Coubertin ont été données par Coubertin aux nazis en 1936 pour être abritées dans un centre international olympique à Berlin. Et que ces archives ont disparu après les bombardements de l'Allemagne nazie par les Alliés. Pourquoi est-ce que ce livre sort aujourd'hui, au moment de l'organisation des JO à Paris? Pourquoi vous avez voulu tant déboulonner la stature de Pierre de Coubertin? Alors moi, j'ai pas tellement voulu le déboulonner, j'ai juste voulu faire une enquête journalistique et qu'on nous dise qui c'était vraiment. Au lieu de nous raconter qu'il avait des citations, des phrases qui ne sont pas de lui, et d'occulter une partie de son histoire, comme le fait beaucoup sa famille, par exemple. D'ailleurs, la famille se dispute. Il y a une partie de la famille qui dit si c'était un humaniste indéboulonnable, et une autre partie qui dit bah, quand même, il a dit et fait un certain nombre de choses. Je suis pas le premier à avoir dit qu'il avait tenu des propos assez honteux sur les femmes. Il a toujours exclu aussi toutes les colonies et toute l'Afrique des Jeux. C'est quand même pas rien. C'était à l'époque considéré, ou en tout cas selon lui, considéré comme le sport des Blancs et de la race blanche. Oui, et même des classes supérieures. C'est-à-dire que les ouvriers à l'époque font pas de sport. Le sport, c'est que des amateurs, et les amateurs sont ceux qui ont le temps. Ceux qui ont le temps, ce sont les aristocrates, ce sont les grands bourgeois qui peuvent aller jouer au golf, au tennis. Alors aujourd'hui, c'est un business extrêmement florissant. C'est quoi les chiffres des Jeux Olympiques? C'est des milliards. On dit que les retombées, par exemple, pour Paris, des Jeux, vont se chiffrer, selon le COJO, entre 10 et 15 milliards de retombées. Mais pour le CIO, c'est plusieurs centaines de millions de bénéfices, puisque le CIO, lui, prend une sorte de taxe sur les anneaux olympiques dessinés par Coubertin en 1913. Et c'est cette propriété des Jeux qui assure ad vitam le succès du CIO. Et je rappelle qu'en France, les départements ont dû tous débourser 180 000 € net pour avoir le droit de recevoir la flamme. Et les débits de boissons sont assurés par Coca-Cola. C'était pas possible de faire autrement. Merci beaucoup, Aymeric Mantoux. Vous restez surtout avec nous. La suite va vous intéresser. Le Louvre s'est penché aussi sur les Jeux Olympiques pour rétablir quelques vérités. C'est tout de suite avec Pascal Bourgou. Bonjour Pascal. Bonjour Demet. Alors, vous avez visité pour nous l'exposition L'Olympisme, une invention moderne, un héritage antique qui se tient en ce moment au Louvre jusqu'au 16 septembre. L'expo montre là encore que Pierre de Coubertin n'était pas le seul à en tout cas faire émerger ces Jeux Olympiques tels qu'on les connaît aujourd'hui. Eh bien oui, Demet, regardez sur ces images, on voit l'équipe de Pierre de Coubertin. Il y avait des Français, des Grecs et il y avait un Suisse, il s'appelle Émile Gilliéron. C'était le peintre officiel du roi de Grèce, mais c'est surtout le père du marketing sportif de tous les Jeux Olympiques depuis le départ. Alors vous le savez, le 19e siècle, c'est le siècle des fouilles archéologiques. Eh bien lui, il dessinait les pièces qui étaient sorties de ces fouilles et s'est inspiré de la statuaire grecque pour imaginer toute l'iconographie des premiers Jeux en 1896 qui, pour les affiches, les cartes postales et notamment les timbres. Alors nous avons rencontré bien sûr la commissaire de cette exposition, Violaine Jamet. Je vous propose de l'écouter.
Le lanceur de disques est effectivement une des disciplines des concours olympiques antiques et cette image est récupérée par le dessinateur Émile Gilliéron pour orner les timbres qui vont donc être diffusés dans le monde entier et qui est un moyen de propagande aussi formidable pour ces nouveaux Jeux olympiques modernes qui sont créés. Mais le versant, c'est que aussi, et c'est ce qu'on a voulu absolument montrer dans l'exposition, qu'il n'y avait pas que l'aspect très positif, il y a aussi toutes ces dérives autour de ces Jeux olympiques et notamment ceux qui se créent avec les Jeux olympiques en 1936 sous le régime nazi. Donc le disco-ball devient effectivement un symbole bien involontaire de la propagande nazie parce qu'il va représenter pour Hitler, qui va l'acheter en fait aux Italiens, sur décision de Mussolini, il va devenir donc le symbole de cette race aryenne. Alors une petite réaction sur cette récupération de l'iconographie olympique par les nazis? Alors déjà, cette exposition, elle est remarquable, le sujet est très intéressant, mais c'est vrai que les nazis, c'est ce que je disais, ont fait bonne affaire avec Pierre de Coubertin, qui a trouvé dans le régime nazi, le régime le plus compréhensif sur l'importance du sport, l'importance de l'iconographie, et effectivement, les Jeux de 36 ont été... pour lui, vraiment, ce qu'il y avait de mieux, c'était la concrétisation maximale de son idéal. Alors, on va parler des femmes maintenant? Oui, absolument. Pierre de Coubertin, vous le disiez tout à l'heure, voulait absolument écarter les femmes des JO. Et pourtant, elles étaient bien présentes et dès l'Antiquité. Absolument. Alors, regardez ces petites statuettes de femmes qui font de la course à pied avec des petites jupettes. Donc, ça veut dire qu'en l'Antiquité, les femmes étaient associées au sport. Évidemment, au XIXe siècle, à l'époque de Pierre de Coubertin, ce n'était plus le cas. Évidemment, il faut rappeler que ces courses avaient un caractère religieux. On écoute de nouveau la commissaire et on réagit juste après. Pierre de Coubertin était aussi un produit de son époque. Au XIXe siècle, ne brille pas par son ouverture en faveur des femmes. Les femmes ont quand même voulu concourir et s'exercer. C'était plutôt ce qui était lié à l'aristocratie. Donc le croquet, le tennis, des sports qui étaient considérés comme plus ou moins liés au milieu aristocratique. Et ce n'est finalement qu'en 2012 que les femmes sont autorisées à participer à toutes les disciplines olympiques. Donc il a fallu quand même presque un siècle. Donc il faut attendre 2012, les Jeux Olympiques de Londres, pour que toutes les disciplines soient masculines et féminines. C'est ça l'esprit Coubertin? Tout à fait. D'ailleurs, je pense que si ça avait été l'esprit Coubertin jusqu'au bout, il n'y aurait même pas eu de femmes du tout, puisqu'il y a eu très très peu de femmes qui ont concouru aux Jeux sous Coubertin. Sa famille dit qu'il a voulu ouvrir, mais il ne l'a jamais fait. Et puis aussi, il a fallu attendre énormément de temps avant qu'une femme aussi porte la flamme olympique. Tout à fait. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose de tout à fait logique et de tout à fait normal. Et ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt, mais pas uniquement Coubertin. Les dirigeants du CIO, à sa suite, 70 ans après, 80 ans après, étaient toujours aussi conservateurs. Alors, il y a un autre membre de l'équipe, c'est un Français qui s'appelle Michel Bréal. Et lui, vous allez le voir sur ces images, il n'a pas du tout été en Grèce, pas du tout fouillé. Il était dans son petit bureau, c'était un philologue, vous le connaissez, je vous vois sourire. Et alors, basé sur ces études de texte, notamment d'Hérodote, il va créer le marathon qui est en fait une ville en Grèce. Comme vous savez, on écoute la commissaire, on réagit. Ce tableau de Mersant représente le soldat de Marathon, c'est-à-dire le soldat qui est venu annoncer la victoire des Athéniens dans la plaine de Marathon à Athènes. C'est ce symbole qui va être repris par Michel Bréal pour proposer en fait une course pour les Jeux olympiques modernes. Et alors, on a vu comme ça tout au long de l'olympisme des changements, des nouveautés. Est-ce que c'était aussi ça, l'esprit olympique, c'est-à-dire le changement aussi ? Alors, à l'époque, c'est pas dit comme ça, mais par exemple, aux Jeux de 1924 à Paris, il y avait des épreuves de tir, ce qui nous paraît aujourd'hui totalement incongru. Mais il y a toujours eu des changements, soit parce que des athlètes ne pouvaient pas se rendre, des époques différentes, des sports qui étaient... Aujourd'hui, la lutte gréco-romaine nous paraît quelque chose de très vintage, très classique. Il n'y a pas beaucoup de participants, donc... Au fur et à mesure des années, des différentes évolutions des Jeux, oui, il y a toujours eu des... Et alors là, changements. on voit l'anneau. L'anneau, aujourd'hui, a 7 représentations différentes. Pourquoi autant ? Alors, en fait, il y a des... Comment est-ce que ce dessin, qui est de Pierre de Coubertin, a évolué et aujourd'hui, la signification est-elle la même que celle qu'a voulu donner Pierre de Coubertin ? Oui, la signification des anneaux, les couleurs, qui sont les couleurs communes de tous les drapeaux du monde, les 5 pour les 5 continents, etc. Et c'est la même chose. En revanche, le CIO utilise des anneaux à des fins commerciales et donc concède
tel anneau ou fait tel dessin pour dire, par exemple, là, il y a le parcours de la flamme, il y a les anneaux avec un petit symbole, tel partenaire peut y être associé, par contre, ils ne seront pas associés à la cérémonie d'ouverture. C'est juste une distinction commerciale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Aymeric Menton. Merci à vous, Pascal Bourgault. Je rappelle votre livre, Pierre de Coubertin, l'homme qui n'inventa pas les Jeux Olympiques. Merci à vous.